Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents à cette deuxième conférence de notre série Addiction et santé publique intitulée Quand le cannabis devient légal, enjeux et modèles de régulation. Un merci tout particulier à Monsieur Franck Zobel d'avoir répondu à présent à notre invitation. Et pour rappel, la prochaine et dernière conférence de notre série aura lieu mardi prochain, le 11 mai à la même heure, et sera présentée par Sophie Stadelman d'Unisanté qui nous parlera des usagers et usagères de drogue du canton de Vaud qui bénéficient d'un traitement agoniste opioïde. Nous vous invitons donc toutes d'ores et déjà à noter cette dernière date dans vos agendas. Pour en revenir à la conférence d'aujourd'hui, rappelons que M. Franck Zobel est sociologue et chercheur en santé publique. Il a travaillé 11 ans à l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne et 7 ans au Centre européen de monitoring en matière de drogue et d'addiction, l'EMCDDA à Lisbonne. Depuis 2014, il est directeur adjoint d'Addiction Suisse, une fondation indépendante reconnue comme centre national de compétences dans le domaine des addictions, de la prévention, de la recherche et de la diffusion des savoirs sur les drogues en général. Par ailleurs, il est aussi membre de la Commission fédérale pour les questions liées aux addictions et à la prévention des maladies non transmissibles et également membre du groupe d'experts en addiction, une commission du canton de Vaud, le GEA. Son CV est proprement impressionnant en termes de recherche, de publications et de conférences. Ses thèmes de recherche portent principalement sur la consommation, le marché et les politiques en matière de drogues illégales. Notons en particulier qu'il collabore avec Unisanté et l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne dans le cadre du projet MarsStup, consacré aux produits et aux structures du marché des stupéfiants. C'est une étude de type interdisciplinaire qui s'attache à révéler la taille et le fonctionnement du marché des drogues illégales dans le canton de Vaud. Le dernier rapport en date de ce projet MarsStup est sorti en 2020 et consacré au marché des cannabinoïdes, donc dans le sujet d'aujourd'hui. Et il faut aussi noter les deux précédents rapports très importants. En 2017, un rapport sur le marché des opioïdes dans le canton de Vaud et en 2018 sur la cocaïne et les autres stimulants. Il faut vraiment insister ici sur l'aspect inédit et novateur de cette recherche MarsStup, notamment sur le plan méthodologique, recherche grâce auquel maintenant on dispose d'un panorama global et très complet du marché des stupéfiants dans le canton de Vaud. Monsieur Zobel va donc nous parler aujourd'hui du cannabis et des expériences menées à l'étranger et en Suisse sur la légalisation de ce marché. Au nom du DESS et d'Unisanté, je remercie donc encore très chaleureusement Monsieur Zobel pour sa disponibilité et aussi pour son intérêt à participer à cette série Addiction et santé publique. Et je lui cède maintenant la parole pour une présentation d'une 35-40 minutes et puis ensuite une dizaine de minutes pour des questions. Merci, Monsieur Debon. Monsieur Zobel. Merci beaucoup. Donc, vous lisez les journaux, vous voyez que la question du cannabis revient souvent, à la fois au niveau international et au niveau national. Et je crois qu'il y avait des nouvelles la semaine passée avec des objets qui sont au Parlement, des rapports du Conseil fédéral, etc. Je vais essayer en quelques minutes là de vous faire un peu un tour d'horizon des questions qui se posent aujourd'hui autour de cette légalisation du cannabis. Une présentation que j'ai fait déjà un nombre incalculable de fois, mais qui est très bien parce que je dois toujours la remettre à jour parce que les choses changent en permanence. Et puis, elle me pousse aussi à réfléchir à chaque fois sur quelles sont les grandes questions et les enjeux. Donc, je vais faire un tour d'horizon. Et puis, la question à laquelle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'il faut légaliser et réguler le cannabis pour réduire l'impact négatif sur la santé publique. Vous remarquerez que je ne pose pas la question est-ce qu'il faut légaliser le cannabis parce que je ne pense plus que c'est une question d'actualité. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de changer autour de nous qui font que pendant la prochaine décennie, on va légaliser le cannabis. Alors peut-être pas partout, mais dans beaucoup d'endroits. Et sans doute que la Suisse fera probablement partie des pays qui seront les premiers à le faire au niveau européen.
Alors, je m'appuie sur ça sur une série de travaux que je fais depuis 2014, c'est-à-dire depuis le moment où j'ai rejoint Addiction Suisse, autour de la question du cannabis. Je m'y étais pas beaucoup intéressé auparavant, mais peut-être ce qui est original dans ces travaux, qui sont à la fois des travaux faits ici à Addiction Suisse et des travaux faits dans le cadre de la Commission fédérale pour les questions liées aux addictions, c'est que c'est à la fois des travaux sur le marché illégal, sur le marché du CBD et sur ses développements au niveau international. Vous n'arrivez pas à lire les travaux ici, mais je vous rends attentif aux deux derniers. Alors, Jérôme a déjà parlé du rapport Marstup sur le cannabis, qui est vraiment une étude qui s'intéresse à ce marché illégal. Et puis, on va sortir très prochainement un rapport, un mandat qu'on a reçu de l'Office fédéral de la santé publique sur l'impact de la légalisation du cannabis aux États-Unis, au Canada et en Uruguay. On a fait une revue de littérature avec Valentine Schmidhauser qui devrait être disponible, je l'espère, au mois de juin. Mais je vais déjà vous amener quelques éléments. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je me suis dit que probablement pas tout le monde est familier du cannabis ou connaît le cannabis. Donc, je vais faire une petite introduction quand même sur cette substance avec quelques infos de base. Puis, je vais vous parler de ce qui se passe à l'étranger, parce que c'est là où, sur le continent américain, il se passe pas mal de choses en ce moment. Je vais revenir en Suisse pour vous parler un peu de la situation dans notre pays, des initiatives qui ont lieu dans notre pays, et puis je vais conclure un peu sur les enjeux. Alors, je commence par quelques mots sur le cannabis. Donc, vous savez, c'est une plante qui pousse à peu près partout si elle a du soleil et de l'eau. Elle a un principe actif qui est très connu, qui est le THC, qui est la substance aux effets psychotropes, qui est la cible et la substance qui rend nigo. Et puis, mais elle a plein d'autres substances ou principes actifs en elle. On parle d'une centaine de cannabinoïdes et puis encore des terpènes, d'autres substances qui font partie de la plante. En règle générale, cette substance est fumée, mais elle peut aussi être inhalée, ingérée. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus encore de méthodes. Aujourd'hui, vous avez notamment des produits topiques à base de cannabis. Vous avez aussi des suppositoires avec du cannabis. Vous avez toutes sortes de produits. Vous avez une gamme de produits, j'y reviendrai, qui grandit de plus en plus. Au niveau des effets, alors vous les connaissez peut-être si vous avez consommé cette substance, ça va de l'euphorie à la détente, la sédation, la somnolence, les troubles de l'attention, la désorientation, etc. François Beck, l'ancien directeur de l'Office de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, disait c'est probablement une des substances où les effets varient le plus entre les individus et les circonstances. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de différences sur comment on ressent les effets du cannabis selon qui on est, mais aussi selon où on est, dans quelles circonstances on prend cette substance. La durée des effets, c'est au moins 2-3 heures si c'est fumé, plus longtemps si c'est ingéré. Cette drogue, elle est assez particulière aussi. Elle n'est pas comme les autres parce que, vous le savez, nos autres drogues illégales viennent souvent de très loin, hein, d'Amérique du Sud, d'Afghanistan, de Hollande pour les plus proches. C'est que celle-ci, on peut la produire soi-même. On peut faire ça sur son balcon, dans un champ, ailleurs ou à l'intérieur d'une pièce aussi. Elle est facile à produire soi-même. Et puis, elle a aussi comme caractéristique d'avoir différentes molécules dont je viens de parler, dont certaines ont un potentiel thérapeutique sur des questions appétit, douleur, spasme, etc. Je reviendrai tout à la fin sur la nouvelle loi sur le cannabis médical qui est en train d'être discutée en Suisse au niveau national. Il y a des risques pour la santé, comme avec les autres substances psychoactives. Alors, je vous en ai mis quelques-unes ici tirées d'un rapport de l'OMS qui a été publié il y a quelques années. Évidemment, si vous consommez du cannabis, vous allez avoir une baisse des capacités cognitives, vous pouvez avoir des attaques de panique, des hallucinations, des vomissements. Vous avez une hausse de risque de provoquer des accidents de la route, généralement plus faible que pour l'alcool, mais et qui varie beaucoup entre les individus. La question de la dépendance au cannabis a été longuement disputée. Aujourd'hui, elle semble admise. Les études qui existent disent que ça concerne à peu près un tiers des consommateurs quotidiens. On serait là aussi dans des proportions de consommateurs dépendants inférieures à celles de l'alcool et du tabac. La grande question qui agite beaucoup de personnes, c'est la question des psychoses. Aujourd'hui, l'accord, si je l'ai bien compris, c'est que la consommation de cannabis peut participer au déclenchement des psychoses et lorsqu'elle est utilisée par des personnes qui ont des problèmes de ce type, elle augmente les symptômes, elle péjore les trajectoires. Il y a tout un débat encore autour de est-ce qu'elle peut elle-même déclencher des psychoses. Je n'entrerai pas là-dedans, je ne suis pas un expert et il me semble que c'est pas mal idéologique aussi.
Évidemment, il y a les questions des voies respiratoires, hein, puisque le cannabis est essentiellement brûlé puis fumé, avec une hausse des risques de cancer. Alors jusqu'ici, l'accord, c'est en tout cas sur si c'est consommé avec du tabac. Moi, j'avais compris qu'en fait, si vous brûlez de la matière végétale et si vous l'inhalez, vous avez de toute façon un risque de cancer. Mais là encore, je ne suis pas un grand spécialiste de cette question. La possibilité de déclencher des problèmes cardiaques. Et puis, surtout, ce qu'on voit chez le cannabis, c'est que les jeunes qui commencent très tôt à consommer du cannabis, on retrouve chez eux un parcours où il y a souvent davantage d'échecs scolaires, des troubles cognitifs, des usages d'autres substances, dépression, idées suicidaires. Là, on parle souvent de gens qui ont commencé à 13-14 ans avec des usages intensifs. Et c'est probablement une des caractéristiques du cannabis, c'est que ça reste aujourd'hui dans notre société encore passablement une drogue de jeunes. Ici, vous avez, c'est un peu des vieilles données, mais on avait fait une comparaison entre la France et la Suisse dans les enquêtes en population générale, quelles étaient les classes d'âge des consommateurs actuels de cannabis. Et vous voyez que près de la moitié ont moins de 25 ans et les trois quarts ont moins de 35 ans. Donc, c'est une des particularités de cette substance, c'est qu'elle est consommée surtout par des gens jeunes. Ça va sans doute changer avec la légalisation. Et puis que, évidemment, si vous avez des problèmes avec la consommation de cette substance pendant cette période de votre vie, eh ben, les risques d'avoir des répercussions sur votre vie professionnelle future sont beaucoup plus importants que si vous le faites plus tard après votre formation. Une dernière donnée, après j'en ai fini avec mon tour d'horizon, c'est quand même cette extraordinaire étude MarsTube qu'on a fait avec vous et avec l'École des sciences criminelles. On a essayé d'estimer le marché du cannabis dans le canton de Vaud en utilisant les données des eaux usées, mais aussi des enquêtes qu'on a menées. Vous voyez ici des chiffres, bon, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est la taille du marché du cannabis dans le canton de Vaud, c'est entre 3,5 et 5 tonnes, c'est l'estimation qu'on avait faite, soit de 50 000 à 75 000 joints par jour qui sont consommés. Mais on avait aussi fait des estimations à partir de là sur le nombre de consommateurs, et ce nombre de consommateurs était plus important que ce qu'on croit habituellement, on pense habituellement dans les enquêtes en population générale. On a plutôt à peu près 10% de la population vaudoise qui a consommé du cannabis dans la dernière année. On a plutôt entre 25 et 35 000 personnes qui auraient consommé dans le dernier mois. Et là-dedans, vous avez à peu près 1% de la population vaudoise adulte qui sont des consommateurs quotidiens. Et on a ajouté à ça une population qui d'habitude est ignorée dans ces enquêtes, qui est la population dont on va vous parler, Sophie, aussi la prochaine fois, que la population qui est en traitement de substitution ou qui utilise des structures à bas seuil. On les a aussi interrogés grâce à vous, grâce à Unisanté. Et puis, on a trouvé là aussi à peu près entre 650 et 1 millier de consommateurs de cannabis très intensifs. C'est un peu les recordman d'ailleurs de la consommation de cannabis, puisqu'ils consomment aussi d'autres substances, comme vous le savez. Alors, ce qui est peut-être intéressant, juste pour finir sur ce sujet, c'est qu'on est dans une situation un peu comme l'alcool, où vous avez en fait ces consommateurs quotidiens, que j'ai appelés intensifs, qui représentent à peine 10% de l'ensemble des consommateurs, mais qui consomment 50% du volume de cannabis qui est sur le marché. Et les champions, c'est ces usagers qu'on a appelés peu insérés. L'adjectif n'est pas très heureux, quoi, mais qui représentent à peine 1 ou 2% de l'ensemble des consommateurs, mais qui consomment 10% du marché. Donc, vous voyez, ces deux groupes-là, ensemble, c'est à peine un consommateur sur 9, mais ça consomme 60% du cannabis qui est sur le marché. Voilà, ça c'était la petite introduction, le cannabis pour les débutants. Je passe maintenant au deuxième sujet qui est, mais qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Et là, comme vous le savez, comme vous l'avez lu dans les journaux, il se passe beaucoup de choses. D'abord, il se passe beaucoup de choses aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez eu dans les années 90, vous avez eu un mouvement de légalisation du cannabis médical qui a un peu culminé avec l'adoption d'une loi au milieu des années 90 en Californie et ensuite dans une série d'autres États, qui a été suivi par un deuxième mouvement qui était une volonté de légaliser le cannabis dit récréatif, retail en anglais, avec des initiatives populaires qui ont commencé dans les années 2000, qui ont d'abord été rejetées. Un petit aparté, à peu près la moitié des États américains ont la possibilité d'avoir des initiatives populaires, hein, comme on a en Suisse, hein, seulement la moitié. Et donc, vous avez des initiatives populaires qui ont d'abord été rejetées. Ensuite, c'est devenu très, très serré avec la votation en 2010 en Californie. Et à partir de 2012, ces votations populaires étaient quasiment toujours positives, avec le Colorado et Washington State au début,
Et puis ensuite, je crois, dans les années suivantes, il y a juste encore l'Ohio qui a refusé une fois, et sinon, elles sont systématiquement acceptées. Les 4 dernières lors de l'élection du président Biden. Vous voyez l'Arizona, Montana, New Jersey, South Dakota qui ont tous légalisé. Et en parallèle, on a vu commencer à arriver les États qui n'ont pas des votations populaires avec des décisions législatives, avec le Vermont, puis l'Illinois. Et puis, alors récemment, vous en avez 3 d'un coup, New York, New Mexico et Virginia, qui ont légalisé ça. Résultat des courses, vous avez aujourd'hui 140 millions de personnes, ou à peu près 40% des Américains, qui vivent dans un État où le cannabis est légal. Je vous expliquerai comment il est légal, et c'est vraiment un retournement de situation complet. Ce retournement de situation, il se retrouve dans les opinions publiques. Vous pouvez voir ici cette extraordinaire courbe de ces enquêtes d'opinion. Vous voyez qu'à la fin des années 80, donc à la fin de l'époque le président Reagan avait mené sa deuxième guerre contre les drogues, vous aviez à peu près 80% des Américains qui étaient en faveur de l'illégalité du cannabis, et vous avez aujourd'hui à peine un tiers qui sont encore en faveur de l'illégalité du cannabis. Vous avez même des majorités aujourd'hui dans les personnes comme les baby boomers, c'est-à-dire les gens qui ont aujourd'hui 70 ans. Donc vous avez un changement complet de représentation, si vous voulez, de cette substance dans notre société. Alors, comment est-ce que c'est régulé aux États-Unis? Aux États-Unis, donc, comme je vous l'ai dit, c'est souvent passé par des initiatives populaires. Donc, ces initiatives populaires, elles définissaient le modèle de régulation. Et ce modèle de régulation, c'est le modèle, si vous voulez, par défaut de nos sociétés libérales, c'est-à-dire un modèle commercial encadré. Vous avez dans chacun des États une autorité de régulation, qui peut être celle de l'alcool, du tabac ou des loteries, qui va attribuer des licences pour la production, la vente, la confection, la distribution, et qui ont une responsabilité de surveillance du marché, un peu comme on a eu ça dans le temps aussi en Suisse pour l'alcool. Vous avez un suivi étroit de la production, ce qu'on appelle seed to sale, de la graine à la vente. La vente se fait en général en magasin spécialisé, donc vous n'avez pas de cannabis dans les supermarchés ni dans les stations-service. Et puis vous avez généralement un droit des comtés et des villes de s'opposer à l'installation de commerce de cannabis. Il y a peu ou pas de limitation des produits, je vais en parler dans un moment. Il y a des règles d'emballage et d'étiquetage et de testing qui sont établies, mais qui sont souvent assez difficiles à transposer, qui sont souvent mal transposées. Et puis, vous avez des limites qui sont typiquement américaines, avec une limite d'âge, comme pour l'alcool, à 21 ans, et des limites de quantité qui sont de 1 once, qui correspond à 28,4 grammes. Et généralement, vous avez une interdiction, pas toujours bien suivie, de consommer dans les lieux publics. Alors l'impact, si vous voulez, de ces régulations, bon, il est encore compliqué. Je vous ai mis ici une courbe en bas du développement du chiffre d'affaires du marché du cannabis au Colorado, qui est le premier État qui, le 1er janvier 2014, a créé un marché. Et vous voyez qu'encore aujourd'hui, ce marché est en croissance. Il a d'ailleurs connu une très forte croissance pendant la période du confinement. Ça avec comme toile de fond une baisse des prix, d'accord? Et ça, c'est donc un chiffre d'affaires en millions de dollars. Donc ça veut dire que ce marché croît encore, c'est-à-dire qu'on est encore loin de la stabilisation du marché qui nous permettra aussi de voir véritablement quels sont les effets de cette légalisation. Pour l'instant, ce qu'on voit clairement, c'est qu'il y a beaucoup moins d'interpellations et de condamnations pour usage et possession de cannabis, qu'il y a des places de travail en dizaines de milliers, qu'il y a des revenus des taxes. Ça, on arrive à les chiffrer. Si vous voulez, le cannabis, ce n'est pas ce qui change fondamentalement le budget d'un État, mais ça rapporte à peu près 1% de l'ensemble des revenus fiscaux d'un État. Ça, c'est toujours bon si vous voulez rénover des écoles ou agrandir votre police ou je ne sais pas quoi. Et puis, ce qu'on voit apparaître, évidemment, c'est aussi des lobbies économiques qui s'opposent aux mesures de régulation, l'interdiction de la publicité, qui veulent des diminutions de taxes, etc. On passe, si vous voulez, du domaine de l'illégalité, dans laquelle on a un peu juste la police et les organisations criminelles, à un domaine où tout d'un coup, vous avez des lobbies parfois très bien organisés. La grande révolution, si vous voulez, qu'on a immédiatement vue dans ce marché, c'est la révolution des produits.
avec l'apparition de nouvelles gammes de produits, notamment tout ce qui sont les concentrés, mais aussi tout ce qui est basé sur des extraits, c'est-à-dire vous extrayez les substances actives du cannabis par différentes méthodes que vous ajoutez ensuite à d'autres produits, par exemple des e-liquides, mais ça peut aussi être, ici je vous en ai mis pas mal, des comestibles avec l'arrivée de toutes sortes de produits allant de Haribo au saumon au THC, à la pizza au THC, etc., qui sont arrivés sur ce marché. On est au 21e siècle, on est dans des marchés extrêmement créatifs. Je le dis souvent aussi, les régions qui ont légalisé les premières, le cannabis, sont les mêmes régions d'où viennent Apple, Tesla, Starbucks, enfin toutes ces technologies et ces nouveaux types de commerce auxquels on s'est habitué. Donc, c'est des marchés extrêmement créatifs avec énormément de produits. Et puis, je vous rappelle qu'on a vu ça chez nous avec le marché du CBD. J'y reviendrai dans un moment aussi. On a vu ça, la rapidité avec laquelle ces produits arrivent. Donc, un monde extrêmement différent du monde qu'on connaissait avant, qui était un monde très simple dans lequel on avait hashish, marijuana, peut-être encore deux, trois personnes qui faisaient leurs propres biscuits et leur huile, quoi. Mais ici, on arrive dans un modèle complètement différent avec beaucoup plus de produits. Alors, la grande question, c'est l'impact sur la consommation et la santé. Honnêtement, c'est beaucoup trop tôt pour le savoir. D'abord parce que ces États ont mis en place des modèles de légalisation les uns après les autres, pas de manière synchrone, que ces modèles sont différents, que c'est difficile à comprendre les différences, et puis parce qu'il y a des problèmes de mesure. La plupart des premières études qui ont été faites ont été des études avant-après, ce qui est bien joli, mais qui n'aide pas beaucoup sur les questions de causalité. On a aujourd'hui des études qui deviennent bien meilleures, qui sont des études de comparaison entre des États ayant légalisé le cannabis et d'autres États n'ayant pas légalisé le cannabis. Donc on commence à avoir des indications meilleures. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est des premières indications pour le court terme, c'est qu'il y a peu d'évolution de l'usage chez les mineurs. Il y a une ou deux études qui disent le contraire, mais la plupart semblent aller dans ce sens. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on légalise que ceux qui n'ont pas accès au marché vont se mettre frénétiquement à consommer du cannabis, en tout cas dans un premier temps. On a sans doute une hausse de l'usage chez les adultes, ce qui était attendu, c'est-à-dire qu'il y a un effet de curiosité. Vous avez vu aussi tous ces produits qu'on met sous le nez des gens, donc il y a un intérêt pour ça. Cette hausse, on la retrouve notamment chez les jeunes adultes, évidemment, qui sont la population cible clé du marché du cannabis, mais aussi chez les personnes âgées qui s'intéressent de plus en plus à ce marché. On a probablement une hausse des usages intensifs, des gens qui consomment de manière quotidienne, c'est-à-dire que les gens qui consommaient déjà de manière régulière et intensive se retrouvent tout d'un coup par rapport à une offre encore plus importante et ont une tendance à augmenter leur consommation. Une grande question qui se pose, c'est est-ce que le cannabis et l'alcool sont complémentaires ou sont substitutifs? On n'a pas encore la réponse à cette question-là. Pour l'instant, il n'y a pas tellement d'indications que le cannabis remplace l'alcool, ce qui pourrait être éventuellement un avantage en termes de santé publique selon comment il est consommé, mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'indication là-dessus. Il y a probablement une hausse des accidents de la route. Là, il y a plusieurs études, mais elles sont toujours basées un peu sur les mêmes données qui tendent dans ce sens-là. C'est à confirmer. Ce qui est à confirmer aussi, si c'est un effet à court terme ou s'il n'y a pas une stabilisation après, il y a deux, trois études qui suggèrent que, si vous voulez, il y a d'abord une période un peu où les gens ne font pas attention, et puis ensuite, quand ils ont compris qu'en fait, ils risquaient beaucoup, ils reviennent, si vous voulez, à des normes plus conservatrices dans leur manière de conduire leur véhicule. Ce qui est sûr, par contre, alors ça, en tout cas, les données du Colorado le montrent clairement, c'est que vous avez une hausse des cas d'intoxication sévère ou involontaire, c'est-à-dire vous avez plus de gens qui arrivent aux urgences, qui sont hospitalisés pour des intoxications sévères ou involontaires, ou qui appellent les centres antipoison parce qu'ils ont des intoxications. Et donc, dans ces intoxications, il y a notamment des enfants. Il y a une hausse chez les enfants en raison des produits qui sont mis sur le marché et qui sont notamment ces friandises. Alors, ça, c'était pour les États-Unis. Probablement beaucoup plus intéressant, c'est ce qui se passe au Canada, mais qui est beaucoup plus récent. C'est cette légalisation du cannabis dans un pays en entier. Ça a commencé en octobre 2018. C'est largement pas encore établi, hein, c'est encore des marchés en plein développement. En plus, le corona est venu jouer là-dedans, ce qui a par exemple contribué
à une hausse de la vente en ligne plutôt que dans des magasins. Donc on a, si vous voulez, des facteurs qui ont un peu brouillé les pistes aussi. L'objectif du gouvernement Trudeau, c'était de la légalisation, c'était de protéger les mineurs et de retirer le marché aux organisations criminelles. Ça vous donne un peu une idée de comment on met sur le marché la thématique de la légalisation du cannabis. Et le modèle, c'est un achat dès 18 ans et jusqu'à 30 grammes, avec les provinces qui peuvent modifier cela, hein, c'est aussi un État fédéral. Et puis alors un modèle très intéressant, aussi pour nous en Suisse, c'est qu'ils ont fait un modèle à 2 étages, avec la production qui est régulée au niveau national, c'est-à-dire que c'est l'État national qui donne les autorisations pour la production, surveille la production, dit les règles de production, et la question de la distribution et de la vente est faite au niveau provincial, ce qui permet, si vous voulez, comme 2 niveaux de contrôle. Je vous donne un exemple. Ça, par exemple, c'est fédéral, c'est les règles concernant les emballages. Et puis, vous pouvez voir qu'ils ont choisi des emballages neutres avec juste les points 4 et 5 qui donnent des indications sur la marque et le type de produit. Le reste, c'est tout des indications qui sont relatives aux produits, aux risques, à la manière de les garder ou à la taxation. Donc, on est dans quelque chose, si vous voulez, de très orienté sécurité et beaucoup moins orienté, si vous voulez, attractivité pour le consommateur. Et puis au niveau de la distribution et de la vente, là où le Canada est passionnant, c'est que les provinces ont choisi des modèles différents, parfois des modèles publics, parfois des modèles privés, parfois les deux, et que ce sera hyper intéressant de pouvoir comparer dans un même pays différents modèles qui sont appliqués par les provinces. Et il y en a un, évidemment, qui nous intéresse énormément parce qu'il est quand même en train de se présenter un peu comme le gold standard de la régulation du cannabis, c'est le modèle du Québec, qui est un monopole étatique à but non lucratif. D'accord? Donc, c'est, si vous voulez, société d'État qui ne doit pas faire d'argent avec la vente de cannabis, qui gère le cannabis. Donc, les Québécois avaient un modèle déjà comme ça, un peu pour l'alcool, avec la Société des alcools du Québec. Il n'y a pas de promotion des produits et des accessoires, il n'y a pas de produits topiques, il n'y a pas de friandises, il n'y a pas d'additifs. Il y a une limite de concentration de THC, ce que beaucoup d'autres provinces n'ont pas fait. Et puis, une partie des revenus est utilisée pour la prévention, la recherche et la réduction des risques. À mon avis, là où les Québécois se sont tirés une balle dans le pied, c'est qu'ils ont augmenté l'âge de l'accès à 21 ans, ce qui exclut une grande partie des consommateurs jeunes adultes. Et je ne sais pas très bien pourquoi ils ont fait ça, mais ils ont décidé ça en cours de route. Et donc, ils vont probablement, si vous voulez, c'est quasiment un encouragement au marché noir qu'ils ont fait par ça. Mais un modèle très intéressant dont il sera très intéressant de voir l'effet. Ce qu'on peut voir jusqu'ici dans les quelques données qu'on a, c'est que quand vous avez un monopole étatique, vous avez en règle générale moins de points de vente, moins d'heures d'ouverture et ça c'est assez intéressant, des produits moins chers que dans un marché où vous laissez le secteur privé tenir le marché. Dernier exemple, et puis après je viendrai en Suisse, c'est l'Uruguay qui a été le premier pays à légaliser le cannabis depuis 2013 avec différents objectifs qui sont très liés à la situation uruguayenne, où il y a un marché de pâtes de coca qu'on voulait séparer du marché de cannabis, et puis aussi où le cannabis est d'extrêmement mauvaise qualité. Ils ont une sorte de cannabis pressé qui vient du Paraguay. Et puis, il y avait aussi une volonté d'augmenter la sécurité publique, et les Uruguayens essayent aussi d'être assez cohérents dans leur politique en matière d'addiction. Ils ont notamment aussi restreint des règles concernant le tabac et l'alcool. Vous savez que notamment Philippe Maurice a eu une grande action en justice pour essayer de combattre les décisions prises en Uruguay. Alors, c'est un modèle très étatique en Uruguay, mais très, très, très étatique. Toutes les personnes qui participent au marché du cannabis doivent s'inscrire auprès de l'Institut de régulation et de contrôle du cannabis, y compris les consommateurs. Et puis, quand vous vous inscrivez, vous devez choisir, d'abord, il faut que vous soyez uruguayen, résident en Uruguay, et puis vous devez choisir entre 3 alternatives, où vous pouvez avoir quelques plantes chez vous, ou vous faites partie d'une association de consommateurs qui a le droit d'avoir maximum 45 membres et de planter un certain nombre de plantes, ou vous pouvez acheter en pharmacie avec des quantités qui sont définies par le gouvernement et des types de cannabis qui sont aussi définis par le gouvernement. Donc, si vous voulez, c'est très encadré. C'est uniquement pour les résidents, il n'y a pas de publicité.
On a très peu de données aujourd'hui sur l'impact de ce modèle. Les Uruguayens ne se fatiguent pas beaucoup d'ailleurs à collecter des modèles. Mais on est ici, si vous voulez, dans un modèle vraiment où l'État joue un très très grand rôle dans ce système qui se met en place aussi de manière très lente. Par exemple, je crois qu'il y a à peine une dizaine de pharmacies dans le pays, presque toutes à Montevideo, qui permettent la vente. Il y a évidemment d'autres modèles, mais qui ne sont pas vraiment des légalisations ou pas encore. C'est celui des Pays-Bas, qui est ce modèle des coffee shops et de la tolérance qui est en train d'être discuté. La Jamaïque a aussi créé un modèle où le médical est autorisé, le religieux chez les Rastafari est autorisé, la possession de cannabis est décriminalisée. Et puis vous savez que dans certaines régions espagnoles, il y a aussi une sorte de tolérance pour des associations de consommateurs, mais qui sont interdites au niveau national. Et puis, il y a toute une série d'États qui sont en train de préparer de la légalisation. Il y a d'autres États US, il y a aussi des discussions au niveau national aux États-Unis, il y a Israël, il y a le Mexique, ça vous en avez peut-être parlé, et puis il y a le Luxembourg et il y a Malte aussi, qui sont les premiers pays européens à déclarer qu'ils veulent légaliser le cannabis. Et puis ça, évidemment, à titre symbolique, ce sera important quand ici, sur le continent européen, il y aura aussi un État qui aura légalisé le cannabis. Il y aura sans doute, si vous voulez, une sorte d'effet d'entraînement qui aura lieu. Et ce n'est pas étonnant qu'au début, ce soit des petites entités comme le Luxembourg ou Malte qui commencent. Passons en Suisse. Où est-ce qu'on en est, nous? Alors, nous, on a failli être les premiers. En 2000, le Conseil fédéral a proposé une révision de la loi sur les stupéfiants qui supprimait les sanctions vis-à-vis des consommateurs de cannabis et qui permettait la mise en place d'un marché régulé du cannabis. Hein. C'était les tout premiers, on aurait pu être les tout premiers, on a failli l'être, mais le Parlement, à l'époque, a refusé d'entrer en matière. Notamment, il y a des députés vaudois qui avaient joué un grand rôle, si vous voulez, dans cette opposition à l'époque. Ça a été suivi par une initiative populaire pour la légalisation du cannabis, qui a été cette fois assez nettement refusée par la population en 2008. Et puis ensuite, on a fini avec un Schweizer Kompromiss, un compromis à l'helvétique qui a été de dire, ouais, alors en fait, on arrête beaucoup trop de gens pour le cannabis. Alors au lieu d'avoir des poursuites pénales chaque fois, on va leur coller un ticket de parking de 100 francs, on va leur coller une amende d'ordre à condition qu'ils soient majeurs, qu'ils n'aient pas plus de 10 grammes de cannabis. Et on a mis en place cette idée des amendes d'ordre pour consommation de cannabis, qui est en fait un compromis qui n'a pas marché. Moi, j'ai fait une étude sur ça. D'une part, parce que les cantons l'ont tous appliqué de manière différente ou souvent appliqué de manière différente. Et puis ensuite, il y a eu une série de décisions du tribunal fédéral qui, de toute façon, remet en question l'esprit même de cette loi. Ces décisions au niveau fédéral, elles n'ont pas arrêté, si vous voulez, les discussions au niveau local. Et à partir de 2006, il y a eu un mouvement qui est venu des villes et des cantons-villes pour pouvoir faire des essais au niveau local de vente de cannabis. Ça a commencé, je crois, en 2010 à Zurich, par le Parlement de Zurich. Et puis ensuite, il y a eu toute une série d'autres parlements dans d'autres villes qui ont dit, ouais, nous, on voudrait faire des essais. Et puis, ça a donné lieu à la création d'un groupe de travail interurbain. Et ensuite, la ville de Berne a proposé un premier essai. Mais ce premier essai a été refusé par l'Office fédéral de la santé publique qui a dit c'est pas possible dans le cadre de la loi sur les stupéfiants actuelle de faire un essai. Par contre, ce serait intéressant de pouvoir en faire, mais nous, on ne peut rien faire tant que le Parlement ne nous a pas donné un mandat pour le faire. Et donc, il y a eu ensuite une série de motions, de discussions au Parlement, et l'année passée a été adopté un nouvel article de la loi sur les stupéfiants qui permet des essais pilotes de vente de cannabis au niveau local. Ce sont des études qui sont limitées dans l'espace, le temps et l'objet, donc elles se font au niveau local. Je vais vous donner les principales caractéristiques dans un moment. Elles doivent permettre d'acquérir des connaissances. Elles sont très encadrées et elles définissent aussi les produits qu'on doit avoir. Alors ces conditions cadres, ces essais doivent durer 5 ans, éventuellement 2 ans de plus s'il le faut. L'ensemble du projet ne durera que 10 ans. La taille, c'est jusqu'à 5000 personnes, mais ça s'adresse uniquement à des personnes majeures qui consomment déjà et qui n'ont pas de contre-indication, typiquement femmes enceintes ou allaitantes, ou personnes ayant des problèmes de santé pour lesquels le cannabis pourrait vraiment péjorer la situation. Il y a une définition des produits qui doivent être SIO, donc cultivés en Suisse, bio, de qualité. Il y a des exigences de qualité, ils doivent être dûment étiquetés. Il y a un taux maximum de THC de 20%.
ce qui est relativement élevé pour de l'herbe, pas très élevé aujourd'hui par rapport à la résine qu'on trouve sur le marché noir. Il y a une définition des quantités par personne et des quantités par achat. Il y a des définitions des points de vente. Ceux qui sont nommés, c'est les pharmacies, des associations de consommateurs et des shops. Et puis, il y a des règles par rapport à ça, notamment d'avoir du personnel qualifié, pas de publicité. Et puis, alors, il y a toute une série d'exigences de surveillance de l'état de santé et de prévention, promotion de la santé qui font que sans doute les consommateurs de cannabis qui vont participer à ces essais vont être les consommateurs de cannabis les plus suivis de toute l'histoire de la consommation de cannabis. Donc, il y aura toutes sortes de surveillance, de mesures de prévention qui seront mises en place dans le cadre de ces essais. Les villes intéressées jusqu'ici, alors en Suisse romande, il y a Genève et Lausanne qui sont clairement sur les starting blocks. Donc moi, je travaille avec Aline, que j'ai vu tout à l'heure, sur le projet lausannois. Et puis en Suisse alémanique, il y a la série qui est là, mais à mon avis, elle n'est pas terminée. Il y a Bâle, Berne, Bienne, Lucerne, Saint-Gall, Thun, Winterthur, Zurich. Et vous voyez, je vous ai mis un petit article de journal. Il y aura sans doute encore d'autres villes qui seront, ou cantons qui seront intéressés par ces essais. Ces essais, peut-être un dernier mot, il faut une autorisation de l'Office fédéral de la santé publique. Donc, il y a un gros dossier à déposer. Il faut passer par une commission d'éthique. Il y a beaucoup de ces essais qui sont vraiment des, si vous voulez, des essais randomisés où on est presque proche de l'essai clinique. Ils vont probablement commencer au début 2022, c'est-à-dire au début de l'année prochaine pour les premiers, les très pressés, qui sont plutôt Zurich et Bâle, et sans doute dans le courant, plutôt dans la deuxième moitié de l'année pour beaucoup des autres villes. Un autre élément, j'arrive bientôt au bout, dont il faut tenir compte, c'est qu'en fait, nous, on a eu une sorte de pré-légalisation en Suisse. En 2016, hasard de l'histoire, et c'était vraiment un hasard, on a eu ce marché du cannabis CBD qui a explosé parce que quelqu'un a vu qu'en fait, on avait un trou dans notre loi qui permettait le développement d'un tel marché. On a vu en l'espace de quelques mois apparaître un marché avec une fougue assez incroyable, à la fois en termes de créativité, de production de produits, mais aussi en termes de commercialisation, avec toutes sortes de livraisons de cannabis, d'automates à cannabis, de choses comme ça. Puis en fait, avec ça, on est des grands chanceux parce qu'on a vu ce qui arrive aux États américains aujourd'hui ou au Canada aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir cette puissance, si vous voulez, cette énergie qu'il y a dans le marché du cannabis arriver chez nous. Ce qu'on a vu aussi, c'est que malgré 60 ans d'interdiction du cannabis, une image quand même passablement négative, etc., c'est que c'est pas ça qui empêchait aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, les grands distributeurs, par exemple, d'adopter très rapidement ces produits-là et de les mettre à leur assortiment si on leur propose des bonnes marges, ce qui a été fait à l'époque par les producteurs de cannabis CBD. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on a très rapidement, à chaque coin de rue, un magasin de cannabis CBD, dont je ne sais toujours pas comment ils tournent, mais je crois qu'on en a une dizaine à Lausanne, qui, moi, à chaque fois que je passe devant, ils sont vides. Mais en tout cas, il y a une énergie comme ça. Et puis, on sait qu'il y a aussi d'autres commerces, comme les drogueries, les pharmacies, qui sont aussi des commerces qui ont besoin, ou des officines qui ont besoin de fonctionner, qui sont intéressés par ces produits. Donc, ce qu'on a compris à la fois avec l'expérience internationale, mais aussi avec la nôtre, c'est que c'est très créatif, c'est plein d'énergie et ça va très vite. Et donc, la question de la régulation va être une question absolument centrale. Comment est-ce qu'on gère une diffusion de ce produit dans notre société? Dernier élément, plutôt contextuel, mais important parce que les frontières entre cannabis thérapeutique et cannabis récréatif ne sont pas toujours simples, c'est qu'on va avoir une nouvelle législation en 2022 probablement sur le cannabis médical, dans laquelle les médecins pourront prescrire des médicaments à base de cannabis sur ordonnance. Ils n'auront plus besoin, comme c'est le cas jusqu'ici, d'une autorisation spéciale de l'OFSP. Les médicaments seront autorisés par Swissmedic, mais on devrait aussi avoir des préparations magistrales et du cannabis sous forme d'herbe qui sera surveillé par Swissmedic et par les autorités cantonales. Il n'y aura pas de possibilité d'autoculture, ce qui est toujours une des questions compliquées aussi avec l'automédication du cannabis. Il y aura en tout cas au début pas de remboursement à travers la LAMAL, sauf
si vous voulez, pour certains produits reconnus comme le Sativex pour les spasmes liés à la sclérose en plaques, mais on aura un monitorage d'efficacité des traitements qui pourrait à terme déboucher sur le remboursement de certaines préparations pour certaines pathologies. Donc là aussi, si vous voulez, une transformation avec des questions de frontières qui ne vont pas être toutes simples. J'arrive au bout de mon exposé, je crois que je suis juste dans les temps. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a changé de paradigme. Il y a une chercheuse canadienne qui a très bien expliqué ça. La pire erreur qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de penser le futur avec le passé. Le cannabis illégal et le cannabis légal sont deux choses différentes. On est aujourd'hui dans le cannabis 2.0, c'est un autre univers. On a des opinions qui sont en train de changer. Et on a aussi eu une enquête récemment qu'a fait l'OFSP où on voit que 50% de la population suisse est en faveur d'un changement du statut légal du cannabis. On a une légalisation, on a aujourd'hui 180 millions de personnes qui vivent dans une région ou un État où le cannabis est légal. On était à zéro en 2012, on a juste ce modèle bizarre des Néerlandais. On a un marché noir très simple qui a fait place à une industrie avec des technologies raffinées, des finances qui sont importantes. On a passé de produits simples à des produits complexes et variés. Et puis, on part d'usages qu'on appelait récréatifs à des multiples usages qui souvent se chevauchent et qui ne vont pas être très simples à séparer. Alors, la question, et je reviens à mon point de départ, on a sans doute vraiment une question qui remplace l'autre aujourd'hui, c'est-à-dire que la question, on peut toujours se la poser, les politiques, doit-on légaliser le cannabis? Mais il faut bosser sur la question, comment doit-on réguler le cannabis? Parce qu'elle va arriver et parce que la vitesse et la capacité, l'intelligence de cette réponse, cette réponse va sans doute dépendre le poids des problèmes qu'on aura avec le cannabis dans nos sociétés à l'avenir. Les essais pilotes qu'on mène en Suisse vont sans doute aider un peu à y répondre. Ils sont sans doute un peu trop restrictifs pour répondre à certaines des grandes questions. Mais alors l'expérience canadienne, elle va beaucoup nous aider. C'est un pays qui nous est quand même plus proche que les États-Unis aussi en termes de santé publique. Je finis par ce truc que j'utilise souvent, que je suis tombé une fois dans le Figaro. Je sais d'ailleurs pas comment je suis tombé sur le Figaro. J'ai trouvé dans le Figaro, où vous voyez que les grandes entreprises qui travaillent dans le domaine du tabac, de l'alcool ou des produits pharmaceutiques s'intéressent aussi à ce marché, que ce soit Altria, le propriétaire de Marlboro, Novartis, les grandes brasseries ou les grands producteurs de vin. Tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt pour entrer dans ce domaine-là. Et donc, il faut qu'on s'y prépare. Et donc, cette réflexion autour de la régulation et de la légalisation du cannabis, il faut qu'on l'entame et il faut qu'on essaye de trouver des solutions intelligentes à ça. Voilà, j'arrête là. Vous avez différents travaux que vous pouvez télécharger sur le site d'Addiction Suisse ou l'autre sur le site de l'Université de Genève. J'espère qu'on va pouvoir publier cette revue de littérature sur l'impact de la légalisation du cannabis prochainement. Et puis, je m'arrête là. Et puis, si vous avez des questions sur l'un ou l'autre des thèmes que j'ai abordés, je veux bien essayer d'y répondre. Et je repasse la parole à Jérôme. Je vais essayer d'arrêter le partage d'écran. Merci beaucoup, Franck, pour cette présentation très intéressante sur un sujet qui est vraiment très actuel. Donc, tu nous permets un peu de remettre des informations et puis de comprendre un peu mieux les enjeux sur cette question. Alors, merci vraiment pour cette présentation. Puis, ben voilà, j'ouvre un peu la parole au public, des personnes qui sont intéressées de poser certaines questions à Monsieur Zobel. Donc, allez-y, vous pouvez prendre la parole sans autre pour. Oui, j'aurais une question. Dites-moi peut-être Bonjour. qui vous êtes. Oui, Ouais, Florian Beauvais, je travaille à Relier. Merci, Monsieur Zobel, pour ce résumé d'un peu là où on en est, et cette vision pour le futur. Moi, j'avais juste une question. Vous avez parlé un peu des effets négatifs du cannabis. Qu'est-ce qu'on connaît finalement aujourd'hui des effets positifs du cannabis, c'est-à-dire plutôt la raison pour laquelle voilà, la population consomme, qu'est-ce qu'ils recherchent, voilà, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? C'était ma question. On n'en est pas très loin, quoi. On a une substance qui a été interdite pendant 60, plus de 60 ans. Donc, si vous voulez, les recherches se sont toutes orientées sur les effets négatifs du cannabis. Il y a peu, sinon ces recherches sont restées minoritaires. Il y a peu d'essais qui ont aussi été faits avec le cannabis. Un des problèmes avec la prohibition, c'est que vous ne comprenez pas très bien pourquoi les gens prennent, qu'est-ce qu'ils prennent, comment ils prennent, etc. Donc on est aussi dans une situation, et on s'en rend bien compte,
quand on essaie aujourd'hui de mesurer l'impact de la légalisation du cannabis, on est beaucoup dans le brouillard sur pourquoi les gens consomment, comment ils consomment, quelle quantité ils consomment, dans quelles circonstances ils consomment. Alors, si vous voulez, il y a un peu de recherche autour de ces questions-là, mais les effets positifs de la consommation du cannabis, c'est un tabou. Moi, j'étais il y a 2 ans à une réunion pour le rapport suivant de l'OMS sur les effets négatifs que je vous ai présentés tout à l'heure, et où il y avait à peu près toutes les pointures de la recherche aujourd'hui sur ce sujet-là, mais il n'y a personne qui parle jamais des effets positifs du cannabis. Voilà. Bon, Ok. en passant, c'est pas très différent sur l'alcool. Je vous rappelle, on est aussi dans des situations dans lesquelles la santé publique, en tout cas nous, les chercheurs traditionnellement, on s'intéresse aux effets négatifs et très peu aux effets positifs des substances. Merci. Faut y aller, je crois. Oui, Madame Oui, Christinet. oui, bonjour, Nathalie Christinet, pôle psychiatrie et Bonjour. du canton de Vaud. J'ai une question assez pratico-pratique. Là, dans l'article 8, la LSTUP, il est mentionné que le produit doit provenir de Suisse, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on a déjà des idées de comment cette culture va s'organiser, sur quoi et sur qui elle va reposer? Alors, effectivement, ça a été ajouté. Je crois qu'il y a une exception possible sur le suisse si jamais il n'y a pas assez de quantité disponible en Suisse. Ce qu'on sait en Suisse, c'est qu'on a une industrie du cannabis. Si vous voulez, l'arrivée du marché du cannabis, si tu veux, l'arrivée du marché du cannabis CBD a correspondu à un retour de la filière du chanvre en Suisse. D'accord? Et il y a eu un marché vraiment très actif qui s'est développé. Ce marché, aujourd'hui, fonctionne essentiellement sur l'exportation. Il est très, très actif. La plupart des acteurs qui sont dans ce marché seraient ravis demain de cultiver du cannabis CBD, THC. Il y en a une série qui ont déjà reçu des autorisations spéciales de l'OFSP pour faire des premiers essais de ça. Et puis, ces producteurs devront avoir séparément des essais, une autorisation par la Confédération, par l'OFSP, pour pouvoir approvisionner les essais pilotes. Donc, chaque essai pilote, comme nous ici à Lausanne, on va devoir trouver des producteurs qui nous livrent les produits qu'on leur demande. Et ces producteurs vont devoir ensuite avoir une autorisation de l'OFSP pour pouvoir cultiver ça dans des conditions qui sont acceptées. Donc voilà, ça c'est un peu les règles de jeu là-dedans, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une filière, mais qui est prête, si vous voulez, à démarrer au quart de tour sur ce sujet-là. Elle est un peu embêtée par le fait qu'il faille faire du cannabis bio, parce que c'est compliqué, parce qu'il faut avoir un terrain bio pour faire du cannabis bio, parce que ça prend du temps, parce que eux, ces dernières années, étaient plutôt habitués à faire de l'indoor avec des cycles rapides. Mais sinon, ils sont absolument dans les starting blocks, le know-how, tout ça est disponible. Hein. Tout est disponible. Il s'agit juste maintenant de l'organiser. Moi, j'ai une question un peu bête et puis une remarque, mais le indoor est absolument exclu ne peut pas être bio, le indoor. Bio suppose que ça soit cultivé dans de la terre, c'est ça? Ouais, c'est ma compréhension, mais je ne suis pas un spécialiste de la question. Mais en tout cas, moi, il y a 2 producteurs qui m'ont dit ça. C'est que ça exclut le indoor, que ça n'exclut pas le sous-serre, si la terre est une terre qui est bio. Ça exclut, à ma connaissance, ça exclut le indoor. Ce qui n'est pas exclu éventuellement, c'est que des essais commencent avec du indoor parce que le bio prend en tout cas une année à être produit. Voilà, si vous voulez, l'idée générale, c'est que il y aura du bio disponible plutôt dans la deuxième moitié de 2022. Mais encore une fois, moi, je suis un peu hors de ma zone de confort avec ce sujet-là. Mais après, il y a toutes les nuisances liées à la production dehors. Mais après, moi, je revenais à la remarque sur les effets bénéfiques du cannabis. On en connaît quand même quelques-uns puisqu'il est utilisé médicalement. Hein, C'est juste, oui, bien sûr. Mais c'est un détail. Oui, c'est juste. Au niveau, mais même au niveau médical, hein, on est encore, comme disent les Allemands, dans les Kinderschuhe. On en est encore un peu au début, hein, parce que même la recherche médicale a été hyper difficile. Aujourd'hui, elle s'ouvre.
un peu plus, mais je veux dire, aux États-Unis, par exemple, qui était quand même le pays où vous aviez des lois sur le cannabis médical qui existaient, d'avoir du cannabis officiel reconnu pour faire des recherches, c'était 2 années de protocole à soumettre à la, comment s'appelle cette grande agence qui s'occupe des drogues aux États-Unis pour avoir une autorisation, quoi. Voilà. Mais effectivement, on sait aujourd'hui un peu sur les usages médicaux. Nous, on a fait aussi une étude chez les consommateurs de cannabis CBD comme ça, qui nous ont aussi raconté, hein, il y a tous ces effets, notamment autour de la relaxation, de s'endormir le soir, de l'aspect social, de tout ça qui sont clairement importants avec cette substance. Ce qui est sûr, c'est qu'une légalisation, elle va aussi apporter une sorte de découverte du cannabis, si vous voulez. On va passer de toute une série d'a priori qu'on avait par rapport à cette substance et de représentations qu'on avait par rapport à cette substance à des nouvelles représentations, des nouvelles perceptions de ce qu'est le cannabis. Sandra, tu voulais demander un truc? Oui, je peux demander en termes de modèle de régulation, où en sont les réflexions, puis qui travaille dessus? Enfin, si tu peux nous en dire un peu plus. Alors, au niveau des modèles de régulation, il y a ceux qui régulent, qui réfléchissent à ça, c'est-à-dire les États qui sont appelés à réguler le cannabis. Nous, on a fait une fois un boulot avec Jean-Félix Savary du GREA et puis aussi avec un représentant de l'industrie, qui est un Genevois qui s'appelle, pardon, j'ai oublié son nom, mais qui représente IG Hanf, qui est l'association des producteurs de cannabis. Puis on s'était assis une fois, puis on avait dit en fait, ce serait quoi un modèle idéal de régulation du cannabis. Puis on avait trouvé 2 axes qui étaient protéger la santé publique ou protéger la population et un autre, réguler le marché ou surveiller le marché. Mais sinon, il y a jusqu'ici peu de réflexion. On est encore très dans la question faut-il légaliser ou non le cannabis, qui est encore un peu politiquement la question. C'est en train de changer, hein. C'est vraiment en train de changer. Il y a notamment cette initiative, cette motion au Parlement d'un monsieur qui s'appelle Siegenthaler, qui demande à ce que le cannabis soit régulé comme l'alcool. Et si vous voulez, ça commence à s'entamer. J'ai juste vu une question passer dans un chat. Comment le cannabis est taxé? Hein, c'est ça? Comment sont taxés ces produits? Alors ça dépend complètement des régions. Moi, je connais un peu la situation aux États-Unis. Les taxations, il y a d'habitude 2 ou 3 types de taxes qui se mettent dessus. C'est ce qu'on appelle une taxe d'assises, une taxe liée au produit, une taxe et la TVA et ensuite des taxes de vente locale. Ce qu'on voit aux États-Unis, c'est des différences énormes entre les États. Ça va, si vous voulez, d'une taxe qui va d'à peu près 10 à 15% du prix de vente jusqu'à des taxes qui rajoutent 50-60% du produit. Ce que vous devez savoir, c'est que le cannabis, c'est un produit à la production qui coûte vraiment pas cher si vous le faites à large échelle. Un chercheur avait comparé ça une fois avec la production des sachets de thé. Hein, vous êtes plutôt dans quelque chose qui se chiffre en centimes par gramme, hein, pour un produit qui sont aujourd'hui en 10 francs par gramme, quoi, ou peut-être en dizaines de centimes. Donc c'est un produit très taxable potentiellement. Voilà. Il y a une possibilité, si vous voulez, d'ajouter. Maintenant, plus vous mettez d'éléments de régulation, par exemple, vous imposez des règles sur la surveillance des produits, sur l'étiquetage, sur des trucs comme ça, plus vous augmentez ce prix du cannabis et plus vous réduisez aussi la marge potentielle de taxation. Mais a priori, c'est un produit très taxable. Moi, je me pose. Je réponds juste encore à la question. Pardon, Il y en a une vas-y. autre dans le chat sur l'ordre de grandeur du revenu en Suisse. Non, je n'ai pas fait le calcul. Nous, on a estimé avec Marstup le marché actuellement illégal 500 millions par année ou 400 millions par année. Voilà, vous pouvez sans doute qu'il augmenterait. Après, il faut voir le niveau de taxation qu'on arriverait à mettre là-dessus, quoi. Mais ce serait probablement voilà, peut-être quelques centaines de millions de francs. Ça ne va pas renflouer les caisses de l'AVS, hein, ça ne va pas changer ça fondamentalement, mais ça fera quelques jolis revenus. Moi, j'ai l'impression que l'argument économique, il va plus arriver par le côté des agriculteurs et des gens des lobbies, des gens qui travaillent déjà dans le marché du CBD. Et j'ai le sentiment sur l'aspect politique que
le parti radical qui fait les majorités sur ces questions de politique drogue est en train de tourner, de changer d'opinion, c'est-à-dire de passer d'une opinion un peu, si vous voulez, morale à une opinion plus libérale. Et donc, vous allez avoir, on va probablement avoir un changement des majorités à ce niveau-là. Mais on n'arrive pas à estimer précisément le montant, mais ce ne sera pas une révolution. J'ai coupé quelqu'un juste avant. Ouais, c'est moi. Oui. Moi, je me posais la question des produits dérivés dont tu parlais, qui ont explosé aux États-Unis, qui sont beaucoup développés, mais par contre, qui sont peu développés dans le modèle québécois que tu mentionnes, enfin que tu penses être une forme de gold standard. Et puis ici, tu parlais de ce marché du CBD avec des institutions, enfin non plus des entreprises qui sont prêtes à aller à fond. Et puis du coup, probablement aussi à développer des produits dérivés comme aux États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose de souhaitable ou pas? Ou comment? Enfin, ça m'a interrogé ces Oui, produits dérivés. alors ces produits dérivés, comme je vous ai dit, on les connaît. Nous, on les a sur notre marché. Hein, on sait qu'on peut les produire, on les a vus arriver avec le marché du CBD. Donc, si vous voulez, si vous restreignez pas, ils vont arriver. La question, c'est quelles restrictions vous mettez à ça et pourquoi vous faites ces restrictions. Et là, on est bien embêté parce que, si vous voulez, la voie fumée, c'est pas la voie recommandée, c'est pas celle qu'on souhaite. Et donc, se pose la question, quelles alternatives on peut offrir aux consommateurs? On sait que les produits comestibles, qui sont un peu la catégorie qui a explosé, c'est des produits qui ne sont pas simples à consommer parce que les effets arrivent en retard et durent longtemps. Donc voilà, ce n'est pas forcément le truc idéal. Par contre, ça va être difficile de refuser aux gens des produits comestibles quand ils disent, moi, je ne veux pas fumer, pourquoi je n'aurais pas le droit de consommer des produits comestibles? On sait qu'avec les e-liquides, il y a eu des gros problèmes aux États-Unis, probablement plus liés au marché illégal d'ailleurs qu'au marché légal. Mais il y a toute une série de craintes autour de ces e-liquides qui se posent. Mais de nouveau, la question, est-ce que ce n'est pas mieux des e-liquides que des produits fumés? Il y a la question de l'inhalation versus les autres produits, la non-inhalation. Donc, si vous voulez, cette question des produits et de la différenciation des produits, elle n'est vraiment pas simple et c'est une de celles qu'il va falloir régler là autour. Les Québécois ont décidé de mettre des restrictions en se disant on ne va pas se faire déborder par ces produits. On va essayer de garder le contrôle. Et c'est probablement ça l'argument principal, si vous voulez, qu'il faudra avoir dans la légalisation, régulation du cannabis ces prochaines années, c'est garder le contrôle, ne pas se faire dépasser par ce marché du cannabis, comme on l'a vu avec le marché du cannabis CBD, parce que la plupart des produits ne sont pas contrôlés. Il y en a une grande partie qui sont probablement illégaux. Et simplement, si vous voulez, avec l'énergie de ce marché et le peu de contrôle qu'il y a en place, très rapidement, vous avez un phénomène comme ça, où vous avez dans le magasin à côté des produits qui sont probablement des produits qui ne sont pas légaux. Voilà. Donc c'est une question compliquée. C'est clairement une des questions à laquelle il faut réfléchir dans le cadre d'une régulation du cannabis. Et c'est clairement une question qui n'est pas simple à répondre. Merci. Martine. Mais que sais-tu des essais? Quand tu parles d'inhalation, c'est des produits type IQOS pour le tabac, enfin qui seraient IQOS pour le cannabis. Tu sais s'il y a des essais qui ont été faits, des recherches? Je suis fascinée, par exemple, que les cigarettiers ne s'intéressent pas à produire des produits type IQOS, mais avec du cannabis. Tu sais si ça existe? Alors, moi, je n'ai pas recherché ça, il me semble, mais j'espère que je le cite pas mal, que Ray Tower m'a dit récemment qu'il y avait très peu de recherches sur ce sujet-là qui étaient disponibles. Et puis, est-ce que les grandes entreprises s'intéressent à ce marché? Sans doute. De ce que ouais, mais je suis pas assez compétent pour dire ça. Mais sans doute, avec des marchés comme la Californie et tout ça, il y a des acteurs qui commencent à apparaître sur ce marché. Je ne sais pas si, des fois, il y a des personnes bien plus compétentes que moi sur des sujets comme ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui peut y répondre, mais on va sans doute voir fleurir aussi toutes sortes de produits de ce type. Voilà, on arrive à midi et puis le temps pour libérer tout le monde. Merci encore vraiment très chaleureusement, Franck, pour cette belle présentation. Et puis, je
remercie tous les participants aussi qui sont venus assister à cette conférence. Et je vous donne toutes et tous rendez-vous mardi prochain, 11 h, pour la dernière conférence de Sophie Stadelman dans le cadre de cette série. Alors, bon appétit à tous et puis Merci. à mardi prochain. Merci, journée, à bonne bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.